Bonjour à tous. Donc il est 59. On va pouvoir doucement commencer en attendant que tout le monde nous rejoigne. Merci en tout cas d'avoir répondu présent pour ce webinaire consacré à la réforme de la formation qu'on va animer ce soir. Un webinaire donc à destination des organismes de formation. Alors sur les éléments techniques, j'ai fait un petit point tout à l'heure, vous dire que vous pouvez poser des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et on aura des temps pendant la présentation pour approfondir certaines de vos questions. En fonction du nombre, on essaiera de répondre à tout le monde, mais peut-être que ce sera un petit peu trop court, donc on reviendra vers vous plus tard. En ce qui concerne ce webinaire, donc on est 45 minutes ensemble. Ce webinaire sur la réforme de la formation, ceci s'inscrit en fait dans une semaine, la semaine de l'évolution professionnelle, qui a été lancée, animée par le FONGECIF Bretagne en collaboration avec deux autres FONGECIF, le FONGECIF Centre Val-de-Loire et le FONGECIF Pays de la Loire, qui sont aussi présents avec nous donc, sur cet événement et sur d'autres événements, 31 événements sur la semaine, donc pour parler réforme, évolution, transition professionnelle, à destination des salariés, des partenaires de l'emploi, des organismes de formation et des entreprises. Donc ce webinaire, c'est le second événement. Il y en a eu un ce matin à destination des salariés. Donc on va passer donc quelques minutes ensemble pour évoquer avec vous la réforme et l'impact de cette réforme sur les organismes de formation. Donc on va commencer, puisque là je pense que beaucoup, enfin la majorité des gens nous ont rejoints. Donc déjà je vais me présenter, je suis Frédérique Dorger, responsable de la qualité des formations au FONGECIF Bretagne et responsable qualité interne. Et je vais co-animer on va faire ces webinaires à deux voix, donc avec Thierry Cormier. Merci Frédéric. Donc on va en effet vous présenter ce webinaire à deux voix, et on espère en pleine synchronisation. Donc peut-être préalable sur ce webinaire pour qui et pourquoi. Donc premièrement, comme le disait Frédéric tout de suite, un format assez dense, 45 minutes sur une base de 30 minutes d'infos et 15 minutes de questions-réponses. Ce webinaire, pourquoi? Alors, n'attendez pas de ce webinaire un balayage exhaustif de la loi promulguée pour le 5 septembre, hein, puisque vous le savez, nombreux décrets sont en attente. Donc, vous n'aurez peut-être pas aujourd'hui de réponse à toutes vos questions. Donc, on verra tout à l'heure ce webinaire en appel d'autres, et ça sera sûrement un webinaire OF qui sera le premier d'une longue série en fonction de l'apparition des décrets. Important de bien préciser qu'il est destiné aux organismes prestataires, organismes de formation, et l'objectif, entre guillemets, de ce webinaire et il nous semblait important de partager les informations que l'on connaît à date sur la réforme avec vous, nos partenaires, de préparer la période de transition et d'anticiper les fonctionnements et les organisations, tant au sein de vos organisations que les nôtres. Donc, précision, première étape d'un webinaire, qui en appellera d'autres. Donc, nous avons découpé, enfin, on a fait un parti pris de traiter cette thématique en 3 points et à 2 voix, comme vous l'avez compris. Le premier point sur la nouvelle gouvernance, vous indiquez un peu les organisations qui sont en place. Deuxième aspect, l'évolution des droits pour les actifs, avec un point sur le CPF, sur les CPF de transition professionnelle et sur les démissionnaires. Donc trois parties dans ce deuxième point. Et Frédéric continuera par des points d'information et d'échange sur une nouvelle définition de l'action de formation et de l'évolution des certifications. Comme le précisait Frédéric, sur ces 3 points, on essaiera de répondre, de garder un petit moment de questions-réponses sur chacun de ces items. Alors, pour commencer, nouvelle gouvernance. Alors, avant d'aborder les premières diapos, certes, rappeler que l'URSSAF aura un rôle important très rapidement sur la collecte des fonds de la formation, tant au niveau de l'apprentissage d'alternance que sur le CPF, bref, sur la totalité de la collecte. Vous savez que la Caisse des dépôts a un rôle déjà important et aura un rôle important et renforcé à l'avenir. Et vous savez aussi
que les OPCA sont en transformation OPCO en cours. Donc sur ces 3 organismes, nous ne ferons pas de présentation particulière. Bien entendu, nous serons amenés à en échanger, mais tous ces aspects-là sont aussi en cours d'adaptation. Par contre, nous allons zoomer sur la nouvelle gouvernance, sur 2 nouveaux acteurs qui n'existaient pas préalablement, qui sont France Compétences et la CPIR, Commission paritaire interprofessionnelle régionale. Alors, pour commencer, France Compétences. N'ayez pas peur de ce graphique, juste pour préciser que France Compétences, en premier lieu, premier point d'importance, France Compétences détient un rôle clé, un rôle majeur dans la réforme voulue par le gouvernement. Donc c'est un organisme que vous allez particulièrement entendre, et vous avez déjà vu que certains décrets sont en cours et sont en parution concernant l'organisation de France Compétences. France Compétences aura comme entité, sera une institution nationale publique qui sera dotée d'une personnalité morale et qui aura des crédits importants de fonctionnement. France Compétences, 3e point, si vous voulez, ça rassemble, je dirais, historiquement, les missions réalisées par préalablement le CNEFOP, le FPSPP, le COPANEF et la CNCP, Commission nationale de certification professionnelle. Donc, préalablement, là où il y avait 4 organismes, il n'y en a plus qu'un qui s'appelle France Compétences. France Compétences avec des missions qui sont, par rapport à ses objectifs, aussi renforcées. 4e élément, on va dire, de France Compétences. France Compétences aura une gouvernance resserrée et quadripartite. Pour quadripartite, en clair, il y aura des représentants État, il y aura des représentants des conseils régionaux, il y aura des représentants des partenaires sociaux, des 8 organisations représentatives au niveau national, et spécifiquement, il y aura des personnes qualifiées qui seront désignées par l'État. Donc, rôle majeur, institution dotée d'autonomie financière, qui regroupe des missions de 4 organismes préalablement, et une gouvernance quadripartite resserrée. Parmi ces missions, certaines seront à repréciser seront précisées dans le cadre de décrets à venir, mais on retiendra d'abord un rôle de financement, puisque France Compétences aura un rôle de répartition de la contribution et de la péréquation alternance, c'est-à-dire financement du CPF, financement des formations de demandeurs d'emploi, financement du projet de transition professionnelle. Il aura un rôle aussi sur l'apprentissage, un rôle sur le financement des CPIR, dont on parlera tout à l'heure, et un rôle sur le CEP. Je me suis lancé dans une liste, peut-être qu'elle n'est pas exhaustive à cette date, mais tout ça pour bien insister sur le rôle assez prégnant sur le financement, sur la totalité des dispositifs indiqués. Deuxième aspect, un rôle sur l'accompagnement et sur le CEP, puisque vous savez que c'est France Compétences qui lancera l'appel d'offres pour retenir l'opérateur CEP salarié en région. Et c'est France Compétences qui assurera son financement de la structure qui sera organisée, qui sera retenue dans le cadre de l'appel d'offres, et on y reviendra tout à l'heure. La qualité, mission de régulation de la qualité des prestataires, c'est lui qui aura en charge l'élaboration de cahier des charges fixant le cadre de l'évaluation de la qualité. Certification professionnelle, donc c'était la mission préalable notamment de la CNCP, mission renforcée, et là je laisserai Frédéric le compléter, puisqu'il y aura l'élaboration du RNCP et du registre spécifique des certifications et habilitations. Et pour finir, une mission d'évaluation renforcée et que assurait aussi préalablement le CNEFOP, et en lien avec la mise en œuvre des contrats des régionaux de développement des formations et d'orientation professionnelle. Voilà pour ce panel de France Compétences, structure quadripartite nationale, qui a un rôle majeur dans la réforme. Deuxième instance qui n'était pas présente historiquement, la mise en place d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale. Tous les mots ont leur importance. C'est une commission donc, qui sera organisée, commission paritaire, avec les 8 organisations représentatives au niveau national, interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'elle aura en charge la totalité de tous les actifs salariés en région, et régionale, donc implantée sur un territoire régional.
Cette commission paritaire interprofessionnelle régionale CPIR est dotée de la personnalité morale et de ce fait, elle aura donc des moyens de fonctionner avec des frais de gestion qui seront arrêtés et financés par France Compétences. Je vais pour l'instant m'arrêter là sur les missions de la CPIR, mais on reviendra en complément sur le sujet, sur l'agrément des critères. Par contre, j'insisterai sur les 4 missions principales c'est ces missions principales qui vont être progressivement précisées par décret. Premier point, la CPIR décidera et prendra en charge les projets de transition des salariés dans le cadre du CPF de transition professionnelle. Deuxième aspect, elle appréciera la pertinence des projets de reconversion pour les démissionnaires. C'est quelque chose d'assez nouveau et on en parlera tout à l'heure. C'est aussi en débat dans le cadre de l'assurance chômage. La CPIR aura aussi une mission de s'assurer de la qualité des actions de formation qu'elle finance. Et pour finir, ce point-là sera aussi à préciser dans le cadre de décret, elle aura à suivre la mise en œuvre du CEP en région. Alors forcément, nous avons zoomé avec une vision un peu FONGECIF de l'affaire, mais vous présentez un peu la transition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici la fin de l'année 2018, donc qui approche à grands pas, le FONGECIF, le 31 décembre 2018, ça sera la fin des engagements possibles sur le congé individuel de formation, le congé bilan et sur la VAE. À partir de cette date, donc après, vous avez eu quelques informations sur les dates limites de dépôt de dossier, mais en tout cas, juridiquement, les FONGECIF ne peuvent plus engager au plus tard, au 31-12 de cette année, du CIF, du congé bilan et de la VAE. Et forcément, ceci va sans dire en termes juridiques, mais aussi en fonction des budgets et des moyens dont elles disposent encore. En 2019, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une année, on va dire, de transition. Et pour cette année 2019, le FONGECIF, alors, premier point, assurera la liquidation et les règlements des CIF et de la VAE, enfin bref, de tous les dispositifs qu'elle a engagés avant le 2018. Et ça, je dirais que pour ce qui concerne les CIF, ça sera jusqu'à la fin des engagements 2020. Donc, je rappelle, elle continuera d'assurer les paiements des CIF, des bilans et de la VAE, des dispositifs qu'elle a engagés avant le 31-12-2018. Pour l'année 2019, le FONGECIF assurera les missions de la CPIR, dont on a évoqué tout à l'heure. Et pour 2019, le FONGECIF sera, comme d'ailleurs les OPACIF, opérateur CEP pour le compte des salariés, jusqu'à désignation par l'opérateur désigné par France Compétences en région. Cet opérateur en région sera décidé après un appel d'offres. Donc aujourd'hui, les décrets sont en attente, mais il est annoncé un cahier des charges sur le Conseil en évolution professionnelle pour le début d'année 2019. Il est annoncé, je serai prudent forcément dans les calendriers, il est annoncé un appel d'offres pour avril et donc une désignation de l'opérateur CEP salarié en région pour la fin de l'année 2019 et au plus tard au 1er janvier 2020. Donc pour 2020, la CPIR sera constituée. Donc je ne reviendrai pas sur les missions de cette CPIR. Alors, peut-être, à moins qu'il y a-t-il des questions, Frédéric, pas de questions à ce stade? Il y avait une question auquel vous venez de répondre sur justement la date de la publication de votre offre. Donc, vous venez d'apporter cette réponse. Autrement, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Bon, ce qui est important, et c'est pour ça qu'on le redira à plusieurs reprises, on sera amené à faire des points d'information réguliers par rapport à ces éléments-là. Donc pour le CEP, j'insiste, il y a d'abord le cahier des charges qui va être refondu, là, et écrit par l'État en lien avec, et puis il y aura des actions pour février. Et ensuite, il y a la mise en place de l'appel d'offres qui sera lancé par France Compétences, qui est annoncé pour mars-avril. Alors, l'évolution des droits individuels des actifs. Alors là aussi, nous n'allons pas parler, bien entendu, d'apprentissage, etc. dans ce webinaire. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important. La seule chose, nous avons concentré ce point d'information sur 3 temps. Le CPF rénové, le CPF monétisé, pour faire simple, le CPF de transition professionnelle. Alors, j'insiste bien, il faudra, parce que je sais que ça sera dans un premier temps un point assez important en termes de pédagogie, il y a le CPF et il y a le CPF de transition professionnelle, qui sont 2 choses bien distinctes. Et on en parlera peut-être de manière un peu moins approfondie.
il est annoncé, il est proposé dans la loi une notion de projet démissionnaire, projet de transition professionnelle pour les démissionnaires. Alors, je vous propose, c'est peut-être là que les choses vont s'engager en termes de questionnement. Je vous propose, à moins que la Frédéric, tu compléteras, hein, oui, s'il y a des questions, on fera un coup de tête. Hein, d'accord ? Je parle plus fort, donc je vais faire attention. Voilà. Alors, sur le CPF, alors qu'on a appelé CPF rénové, donc je vous rappelle que CPF préalablement était en heures. À partir du 1er janvier 2019, il sera en euros. Préalablement, il y avait un principe d'abondement annuel de 24 heures si vous étiez un salarié à temps plein et au prorata si vous aviez une activité partielle. À partir du 1er janvier, le système d'heures n'existe plus. Ce sera un système en euros. Donc, sur le système en euros, donc pour les salariés travaillant, donc il y aura le principe de 500 euros par an, cumulable, c'est-à-dire sur un maximum de 5 000, et les droits sont majorés pour les salariés faiblement qualifiés, donc niveau 5 et infra, ou salariés, personnes en situation de handicap. On pourra le rajouter complémentairement dans le diaporama, donc qui sera de 800 euros par an, cumulable, ce qui fait 8 000 euros hein, en comparaison au premier item évoqué sur la monétarisation. Alors, au 31-12, il est prévu de faire une conversion en euros des heures CPF actuelles, restantes actuellement, et des heures de DIF actuelles. Alors, vous avez peut-être entendu ou vu dans la presse la notion de 14,28 €. Bon, ces choses-là seront après à définir, mais au global, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 31-12, les heures seront transformées en euros sur les heures restantes CPF et DIF. C'est une question qui vient d'être posée, justement. La manière dont ça va faire de manière automatique. Ça va se faire de manière automatique. Et il y aura donc un décret qui précisera la valeur transformation heure-euro. Point important aussi de cette réforme est la mise en place d'une application numérique qui est prévue d'être livrée dans le courant du second semestre de l'année 2019. L'objectif étant que cette application facilite, puisque l'objectif, c'est que le bénéficiaire soit le plus autonome dans sa démarche, à la fois de recherche d'organismes de formation et de paiement de sa formation. Donc, vous avez un petit schéma qui précise un peu la gestion directe des financements qui sera opérée en lien avec la Caisse des dépôts. Et je pense qu'il faut prendre date assez rapidement dès qu'il y aura l'application CPF qui permettra d'avoir une vision assez rapide et précise de ce qui sera prévu. Donc l'idée, c'est une application avec une autonomie renforcée du bénéficiaire pour utiliser cette application. Alors, ce que j'insiste bien, cette mécanique directe, pas en lien avec la CDC, est prévue pour le CPF. On va le voir tout de suite pour le CPF de transition. C'est une autre mécanique, un autre process qui est présenté. Sur le CPF, peut-être continuer sur le CPF, Frédéric. Sur le CPF rénové, alors peut-être essayer de faire un rapide avant-après. Sur le CPF préalablement, en fonction de votre statut, si vous étiez salarié ou si vous étiez demandeur d'emploi, et en fonction de vous étiez salarié de telle branche ou pas, vous aviez accès ou pas à tel type de formation. Donc préalablement, il y avait 4 types de listes. Une liste interprofessionnelle nationale, COPANEF, une liste interprofessionnelle régionale, COPAREF, une liste CPNE, donc une liste de branche, et une liste CPNANA. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est pour que par rapport au CPF rénové monétisé à partir du 1er janvier, ce mécanisme de liste tombe. Donc, il n'y a plus de lien avec ces listes. Maintenant, sur le CPF rénové, ce qui sera éligible, ce sont toutes les certifications inscrites au RNCP. Point important, et je pense qu'on insistera fortement, puisqu'on a devant nous un public d'organismes de formation, il est évident que la notion de bloc de compétences de ces certifications est hyper importante, c'est-à-dire qu'on va vers pas forcément la totalité d'un titre ou d'un diplôme, mais on va vers des parcours adaptés aux besoins de la personne et donc des certifications qui sont découpées en blocs de compétences. L'objectif étant bon organisme pour la bonne formation, pour la bonne durée et pour la bonne modalité. Troisième élément qui sont éligibles au CPF, la certification inscrite au répertoire spécifique des certifications et des habilitations. Je laisserai Frédéric le compléter, mais pour faire un parallèle,
ça serait aménagé forcément, mais un peu ce qu'on retrouvait aujourd'hui dans la liste de l'inventaire. Sur le CPF, l'accompagnement VAE sera éligible, le bilan de compétences aussi, et il est indiqué des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprise. Voilà pour peut-être, Frédéric, le CPF rénové. S'il y a des questions sur le CPF avant d'attaquer le CPF de transition. Alors, globalement, on a des questions qui concernent aussi le CPF de transition. Donc, alors, un accès, peut-être une question sur l'accès à l'application. Comment les organismes auront accès à l'application? Alors là, pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, il existe quelques outils de démonstration en ligne sur ce que pourrait être cette application, mais aujourd'hui, j'insiste, l'application sur le CPF, elle est prévue pour septembre, octobre prochain, et il est prévu des versions, on va dire bêta, on va dire en fin de premier semestre. Donc là, je pense que l'information, vous l'aurez dès que c'est un des points forts annoncés par le gouvernement sur sa réforme. Donc on aura des éléments précis sur cette application. Dès qu'on en aura, on vous les donnera précisément. Là, aujourd'hui, on n'a que des éléments de simulation qui ont transité sur le site. Oui, d'autres points peut-être? Des questions peut-être qu'on reprendra après, puisque ça va rebondir sur le CPF de transition, ce que vous allez évoquer tout de suite. Donc, on va peut-être passer au CPF de transition. Alors, ça va répondre à une partie des questions que je vois arriver. Et puis après, on refera un petit bilan si on est passé à côté de certaines réponses. D'accord. Alors, le CPF de transition, j'insiste, il y a CPF et CPF de transition. Donc, le CPF de transition professionnelle, il est amené, je dirais, à remplacer le congé individuel de formation, mais en précisant certains objectifs. Et forcément, il n'y aura pas forcément le même montant financier dans l'accompagnement. Donc, l'objectif inscrit dans la loi, c'est bien de changer de métier ou de profession via une formation certifiante. Donc, on est bien sur le CPF de transition professionnelle, sur des formations certifiantes. Donc, ça, c'est un point important. Deuxième aspect, un point important sur le positionnement. Il est clairement indiqué dans la loi, et là, c'est un rôle très fort par rapport aux organismes de formation présents dans le webinaire, c'est le positionnement préalable. Donc là, très concrètement, les organismes de formation, on verra tout à l'heure la CPIR, sont attendus sur ce positionnement préalable, puisque l'objectif, c'est bien de définir pour la personne la bonne durée de formation. Est-ce qu'il ne peut pas mettre en avant son acquis de l'expérience bref, c'est bien de définir s'il y a bien eu un positionnement préalable et qui a amené à une adaptation du parcours de formation. Et ça, c'est rappelé à plusieurs reprises dans la loi, et c'est aussi rappelé, on le verra tout à l'heure, dans l'attendu des commissions paritaires interprofessionnelles. Alors, sur l'accompagnement, on le verra tout à l'heure sur les démissionnaires, sur le CPF de transition professionnelle, qui concerne donc les salariés, il est indiqué que le recours au CEP est possible, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation pour la formalisation du projet. Alors, on le verra tout à l'heure, je pense qu'il est important que pour le salarié qui met en place ce projet, qui souhaite le formaliser, qu'on lui précise bien qu'il y a cet accompagnement. Et je pense que c'est une vraie chance de se faire aider par un conseiller en évolution professionnelle. Pour autant, sur le CPF de transition, on le redira, le recours au CEP est une possibilité, n'est pas une obligation. Sur le projet, on voit bien que la personne qui souhaitera mettre en place un CPF de transition professionnelle, la CPIR aura un rôle de regarder la pertinence du projet. Et, comme vous voyez sur le diaporama, et s'assurera du positionnement préalable. Donc on voit bien qu'il y a un rôle demandé à l'organisme de formation sur ce positionnement préalable, et la CPIR, en tant que décideur et financeur de ce projet, devra regarder la pertinence du positionnement, devra regarder la réalisation de ce positionnement. Alors, tout ça pour dire que la CPIR, au bout du bout, émettra une décision favorable ou défavorable qu'elle devra notifier à l'individu. CPF de transition, son financement, je viens de le dire, aussi bien sur le coût de la formation que sur la rémunération, il sera assuré par la CPIR. Alors, pour la rémunération, la CPIR remboursera l'employeur. Point important pour le CPF de transition, pour que le CPF de transition ait lieu,
il faut qu'il y ait une mobilisation par le bénéficiaire de son CPF. Et c'est là que je dis qu'il y a un lien par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un CPF de transition, la personne devra mobiliser ses droits à CPF, CPF rénové pour reprendre la première partie de l'INSEE. Donc pour 2019, on vous l'a dit, le FONGECIF assurera l'émission de CPIR et jusqu'à la mise en place des CPIR qui devra se mettre au plus tard en place au 1er janvier 2020. Et puis, je le reprécise, mais les fonds de la CPIR proviennent de France Compétences, mais là, je crois qu'on l'a dit en amont tout à l'heure, et là, il y aura des décrets d'application. On vous a mis un petit signalement, mais qui rappelle un peu les énoncés de tout à l'heure, donc je passe si vous voulez bien. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que le CPF de transition, c'est bien un congé spécifique, c'est-à-dire au même titre que pour le CIF, il y avait une autorisation d'absence et un congé, là, pour le CPF de transition, il y aura bien un congé spécifique et la durée du projet de transition couvrira bien la durée de l'action. Et il y aura bien une autorisation d'absence à demander, l'autorisation d'absence de l'employeur. Alors, là où c'est plus délicat dans nos interventions, c'est que oui, là, c'est là qu'on attend les décrets, ça sera réservé aux salariés justifiant d'une certaine ancienneté. Et donc cette ancienneté, pour l'instant, ne nous posez pas forcément la question puisqu'on ne saura pas vraiment y répondre. Et là, on attend, il nous est annoncé, on verra tout à l'heure, des décrets courant novembre ou au plus tard début septembre, puisqu'il y a une volonté que le CPF de transition se mette en place dès le début de l'année 2019. Et dernier point sur le statut de salarié, il est bien prévu une rémunération versée par l'employeur qui se fera rembourser par la CPIR. Et là, c'est pareil, au même titre que le premier point sur les critères d'éligibilité, il y aura un décret qui précisera les modalités de rémunération, de remboursement de la rémunération. Voilà pour le CPF de transition. Peut-être la dernière diapo sur le CPF de transition qui se veut un peu une diapo de synthèse. Donc, en amont, la personne qui a un projet, elle peut se faire accompagner par un opérateur du CEP. Je dis bien elle peut, parce que ce n'est pas une obligation. On va dire que c'est un conseil, mais ce n'est pas une obligation. Le rôle de ce CEP, on le verra qui sera aussi, tout à l'heure je vous faisais référence sur le cahier des charges, mais en tout cas il est indiqué dans la loi que le CEP aura un rôle d'information, d'orientation, d'aide à la formalisation du projet et d'élaboration de propositions d'un plan de financement. Donc on voit bien que là, le CEP sur ce projet de transition professionnelle aura un rôle qui va jusqu'à le travail sur le plan de financement. Deuxième aspect qui nous semble important d'insister, et vous verrez que ça sera un point important pour vous comme pour nous, c'est le positionnement préalable pour adapter la durée, enfin adapter le parcours de formation. Et troisième élément préalable, pour un CPF de transition, il faut la mobilisation préalable du CPF de la personne. Ensuite, la CPIR réceptionne, instruit, décide, et derrière, donc là, c'est le petit icône panneau de chantier précise bien que là, on a des décrets à venir qui doivent être produits d'ici la fin de l'année. Et autrement, la CPIR prendra en charge le financement des frais pédagogiques et des frais afférents au projet. Donc les frais afférents au projet, on verra si ce ne sont pas des frais, on va dire, liés aux frais de transport. Hein. La CPR remboursera à l'employeur qui continuera à verser la rémunération, mais la CPR remboursera à l'employeur. Et il est prévu, alors pour l'instant, il est prévu dans la loi, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce n'est pas forcément ça qui sortira en premier lieu, mais en tout cas, il est prévu pour les salariés CDI des entreprises de moins de 50 salariés que la CPR joue un rôle de subrogation, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est la CPR qui pourrait verser, je mets tous les guillemets, qui pourrait verser directement le salaire du salarié CDI pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est vu dans un objectif de simplification des démarches aux entreprises, des petites entreprises. Voilà, je pense que j'ai terminé cette première présentation. Il y a beaucoup de questions, Frédéric? Il y a quelques questions que j'ai retenues là, que je vais poser. Donc, sur la subrogation, vous venez d'y répondre, c'est parfait. Une question de Sophie qui dit effectivement si un salarié utilise tous ses droits CPF dans le cadre d'un bilan,
Qu'en est-il pour notamment, je pense que cela concerne les chargés de mobilité, quelle stratégie à mettre en place pour les salariés qui auraient du coup épuisé leurs droits? C'est bien là le point important qu'il y aura à mettre en place début 2019, et d'où l'importance du conseiller en évolution professionnelle, puisque là, les stratégies et l'ingénierie financière vont être forcément renforcées. Et donc, à partir du moment où la personne aura un CPF monétisé et à sa main, c'est lui qui choisira sa consommation. Et une fois qu'il aura consommé son CPF pour tout ou partie, ben, il lui restera ou pas cet argent pour valoriser. Donc on est bien, et à mon avis, ça sera le point important, et particulièrement sur le premier semestre 2019, mais à venir, sur un rôle hyper important du conseiller en évolution professionnelle et du lien avec les acteurs sur l'ingénierie de parcours et l'ingénierie financière. Mais on y reviendra. Oui, c'est une question aussi qu'Anthony nous pose sur le laisser à charge possible aussi pour les salariés par rapport à cette même question. Écoutez, aujourd'hui, vraisemblablement qu'il y aura pour certains un laisser à charge avec des aspects d'autofinancement. Il est difficile d'y répondre avec certitude. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas, on l'a dit tout à l'heure, par décret d'application, les règles du jeu du CPF de transition, tant en termes de montant qu'en termes de poids de la couverture, donc pour y répondre à ça, il faudra bien connaître le volume financier accordé au CPF de transition et mieux connaître aujourd'hui les règles et les critères pour le CPF de transition. Donc des très bonnes questions, mais des questions aujourd'hui dont nous n'avons pas une réponse précise à ce stade. Et par contre, j'insiste sur l'importance du conseiller en évolution professionnelle, surtout dans un premier temps, dans l'attente de la mise en place de ces dispositifs pour faciliter cette démarche. Vous voyez bien que dans la loi, il a été indiqué que le conseiller en évolution professionnelle travaillera sur une proposition de plan de financement. Donc on voit bien l'importance qui est inscrite sur le CEP sur le sujet. D'autres questions sur comment évaluer la pertinence du projet, avec quels critères? Donc ça, c'est pareil, c'est des éléments qui seront dans les décrets. Donc je pense que là, très concrètement, c'est bien ce qu'on vous indique ici. Décret à venir et annoncé pour fin novembre, début décembre, sur les modalités et prise en charge financière. Et deuxièmement, la question sera aussi sur la notion de quelle couverture de rémunération minimale et quels critères. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas y répondre. Avec précision. Puisque je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, France Compétences se met en place, les CPR vont se mettre en place, et il y aura bien un rôle aussi de France Compétences qui animera les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Une question là concernant le bilan de compétences et une inquiétude par rapport à la disparition, et donc voilà, quid du bilan de compétences? C'est aussi des questions qui ne sont pas encore totalement... Alors là aussi, désolé de répondre comme cela, mais il y a bien des décrets d'application qui sont en cours concernant le bilan de compétences. Il n'est pas indiqué la disparition du bilan de compétences. Au contraire. Mais par contre, il y aura peut-être des adaptations liées à cela, et je pense qu'il faut suivre, puisque là, nous parlons de certains décrets, mais il y a d'autres décrets qui sont en cours aussi sur le bilan de compétences. Par contre, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, le bilan de compétences sera financé via le CPF. Alors que, donc, si derrière votre question, il y avait la notion de financement via ce qui se faisait par le FONGECIF préalablement, la réponse est non. Aujourd'hui, il y a bien le bilan de compétences est maintenu, il sera potentiellement modifié. Ça, c'est une quasi-certitude. A contrario, son financement, il est via le CPF aujourd'hui. Et il est d'autant plus réaffirmé puisqu'il entre maintenant dans le cadre des actions de formation. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Ce que je propose, à moins qu'il y ait d'autres questions, Frédéric, on peut passer. Voilà. Donc je pense que sur le démissionnaire, ça va être un petit peu plus rapide, puisque vous savez que dans la loi, il est prévu à la fois pour les salariés, puis il y a maintenant on va dire une proposition faite sur la notion de démissionnaire. Alors, pourquoi plus court? Parce que très concrètement, le débat sur les échanges sur le projet démissionnaire est lié aussi sur les débats en cours sur l'assurance chômage. Et vous savez que ces débats en cours sur l'assurance chômage
auront encore il y a encore un timing jusqu'au début 2019, puisque on va dire que les débats sur l'assurance chômage auront lieu jusqu'en février-mars de l'année prochaine. Il sera demandé aux commissions CPIR, Commission paritaire interprofessionnelle régionale, de mettre en place des commissions ad hoc sur les démissionnaires pour le mars prochain. C'est ce qui est indiqué aujourd'hui. Donc sur les démissionnaires, difficile d'en dire plus puisque sinon rappeler les principes fondamentaux qui sont dans la loi, mais à la fois là, les décrets sont attendus un peu plus tard puisqu'il y a les débats en cours sur l'assurance chômage. Quoi qu'il en soit, le salarié qui souhaitera démissionner pour réaliser un projet d'évolution professionnelle, là, pour le coup, il devra passer par un CEP. Là, le CEP, contrairement tout à l'heure sur le CPF de transition professionnelle pour les salariés, il était possible, on va dire conseillé, mais possible et pas obligatoire. Sur le projet démissionnaire, le CEP est obligatoire. Le CEP doit informer le salarié de ses droits et il élabore le projet de reconversion en collaboration avec le salarié. Alors, sur le projet démissionnaire, deux types de projets. Soit il y a un projet de reconversion qui nécessite une formation, soit c'est un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, il y a deux aspects. Une reconversion avec une formation ou un projet de création ou de reprise d'activité. Derrière la CPIR, là pour le coup, elle ne financera pas cette affaire, elle statuera sur le caractère réel et sérieux du projet du salarié. Ensuite, elle transmettra son attestation à Pôle emploi et c'est Pôle emploi qui vérifiera ensuite les coûts. Après, il y a un point à caler. Je pense que quand vous voyez à côté ici le lien entre le système d'information de la CPIR et Pôle emploi, et le système d'information de Pôle emploi, c'est qu'il y aura des éléments pour que ça soit le plus fluide possible. Mais la CPIR atteste et statue sur le caractère réel et sérieux du projet. Pôle emploi verse l'ARE et regarde si les conditions d'éligibilité sont bien assurées. Voilà pour le démissionnaire. C'est un peu plus court, tout simplement parce qu'il y a moins d'éléments d'information précis sur ce sujet. Est-ce qu'on finit le point sur le général? Donc ici, vous avez un calendrier qui rappelle, fais juste que c'est un diapo un peu central. Bon, au 31-12, tout ce qui était CIF, bilan, VAE financé par le fonds GESIF, plus de possibilité d'engagement. En 2019, année de transition, on vous l'a expliqué, le CPF se renouvelle. Il sera à noter qu'à partir du 1er janvier, il sera monétisé et qu'il y a une application numérique qui sera mise en place avec une volonté d'autonomie renforcée de la personne. Il y a un CPF de transition professionnelle qui remplace le CIF, dans lequel il reste des précisions à apporter, mais il y a bien un congé, une rémunération et une autorisation d'absence à demander. Vous entendez la notion de projet démissionnaire qui, lui, vraisemblablement, se mettra plus en place à partir de mars 2019. Pour le reste, je crois que nous avons tout dit, et puis peut-être tu vas, Frédéric, compléter sur la définition de l'action de formation. Et à partir de 2020, les choses sont posées sur la CPIR. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait des questions, effectivement, justement concernant les informations et la manière dont on va informer et continuer à informer au fur et à mesure de la sortie des décrets. Bon, je proposais, c'était un peu la fin du webinaire, mais d'en faire régulièrement, dès que une fois par mois, et pour vous informer justement sur le contenu des décrets, puisque on sait que les choses vont bouger et assez régulièrement. Je pense que c'est important de le dire et on le redira aussi en aspect conclusif, mais il est évident qu'on nous annonce des décrets très rapidement sur les critères, la notion de positionnement, les documents spécifiques, les documents nécessaires sur le CPF de transition. On vous en fera part. Si on a aussi des éléments un peu plus précis sur les éléments financiers sur le CPF de transition, je pense que et tout ça, c'est annoncé pour au plus tard la mi-décembre. Donc, je pense que, bon, vraisemblablement, avant, si on peut, mais en tout cas, au plus tard, vers la mi-décembre, on refera un point avec vous sur le sujet. Et Marie-Françoise posait la question de à quelle date on pourrait déposer un dossier. Ça serait peut-être des éléments trop difficiles en termes de réponse exacte, mais effectivement, voilà,
logiquement, hein, début 2019, les choses devraient… La difficulté à répondre à tout cela, c'est bien un dispositif qui est lancé début d'année 2019, mais les modalités pratiques sont définies par décret et les décrets sont annoncés pour les jours qui viennent. Voilà. Et pour l'instant, nous ne les avons pas. Alors, donc, on a fait un point effectivement là, en termes de grandes nouveautés, la gouvernance, on a vu. Effectivement, les droits individuels des salariés aussi, des grandes évolutions. Une évolution importante sur laquelle on voulait s'arrêter par rapport à vous, organismes de formation, c'était aussi la nouvelle définition de l'action de formation. Vous connaissiez cette définition de l'action de formation qui ciblait l'action de formation autour du programme nécessaire, des prérequis, des moyens pédagogiques, des moyens permettant aussi d'apprécier les résultats, donc l'évaluation de l'action de formation. Cet article du Code du travail disparaît. Donc, ça veut dire que concrètement, il y a une simplification de la définition. Les 15 catégories aussi de l'action de formation qui étaient créées au fur et à mesure de l'histoire de la formation disparaissent également pour amener une définition, je dirais, plus simple, plus large aussi, c'est-à-dire que maintenant, en fait, il y a 4 grandes catégories d'actions de formation et plus la liste qu'on avait un peu à la Prévert. L'action de formation en tant que telle, le bilan de compétences, l'action permettant la validation des acquis et l'action d'apprentissage. Voilà en gros les 4 grandes catégories qui définissent l'action de formation. Donc, il y a une simplification. Ça veut dire que derrière, l'action de formation, elle se définit comme un parcours pédagogique. Elle ne se définit plus forcément par les moyens ou le programme, mais bien comme un parcours pédagogique pour atteindre un objectif professionnel. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'ancienne définition, c'est-à-dire qu'on est bien sur l'objectif à atteindre et pas les moyens mis à disposition par l'organisme pour atteindre un objectif. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, notamment parce qu'il est précisé dans la loi que l'action de formation peut être réalisée tout partie à distance, c'est-à-dire que les modalités aussi sont beaucoup plus ouvertes qu'elles ne l'étaient, avec la possibilité de réaliser une action de formation en situation de travail. Donc ces éléments-là, autant, je dirais, les situations de formation en situation de travail ou les modalités de formation en tant que telles seront précisées dans des décrets. Mais ça change quand même considérablement la philosophie de la formation elle-même, comment elle doit être conçue, et indirectement comment elle va être aussi évaluée par les financeurs, évaluée aussi par vous en tant qu'organisme pour atteindre l'objectif professionnel du salarié. Il y a une individualisation qui était déjà dans les tuyaux depuis longtemps, mais là qui est posée dans la loi. Alors ça, c'est un élément important sur lequel on aura sans doute, oui, si je ne prends pas la bonne souris, ça va, voilà. On aura sans doute des temps d'échange importants. C'est en lien avec ce que disait Thierry Cormier sur le positionnement également, puisqu'il faudra un positionnement très précis, avec un objectif professionnel très précis, pour construire une action de formation adaptée en temps, en durée et aussi en coût. Autre grand changement, alors, qui n'est pas vraiment un changement, qui est la continuité d'un changement que vous avez perçu depuis 2015 sur la qualité des formations. Cette loi du 5 septembre affiche clairement, à compter du 1er janvier 2021, les organismes devront pour accéder à un financement public ou mutualisé, avoir une certification unique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous connaissiez Datadoc, vous aviez effectivement pour la plupart, vous étiez référençable sur Datadoc. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y aura un référentiel national unique auquel tous les organismes de formation devront répondre pour pouvoir bénéficier de financements publics ou mutualisés. Différentes manières de pouvoir obtenir cette certification unique en étant certifié par une structure elle-même certifiée par le COFRAC, qui est l'instance, le Comité français d'accréditation, c'est la première possibilité, ou une instance de France Compétences qui aura aussi le pouvoir de certifier l'organisme de formation. Donc pour l'instant, ça c'est un chantier qui est en cours puisque France Compétences travaille à ce référentiel national. Et c'est alors ce qui est important, alors, je dirais pour les organismes
qui était déjà Datadoc. Bon, les choses ont déjà été bien travaillées, mais il faut savoir que pour notamment les centres de formation des apprentis, ils seront dans la même situation pour les centres de bilan et les accompagnateurs VAE. Tout le monde devra avoir cette certification unique et répondre à ce même référentiel national. Donc, je dirais là, en termes de chronologie, vous avez un petit peu plus le temps, mais bon, voilà, c'est aussi à prendre en compte. Alors, en forme de synthèse, parce que l'idée de cette intervention, de ce webinaire, c'était de pouvoir effectivement voir en gros les points, les axes de réflexion communs, puisque c'est commun, c'est pour vous, mais c'est aussi forcément à travailler en partenariat. On a retenu en 5 grands éléments à réfléchir, à travailler, même si je sais que c'est déjà sans doute dans les tuyaux pour beaucoup d'entre vous. C'est la notion de bloc de compétences qui devient maintenant un élément central dans la formation et la certification, puisque la certification telle qu'on la connaissait avant, elle disparaît de fait, puisque en termes de temps, de coûts, les coûts sont réduits. Donc, la réflexion de chaque organisme autour du bloc de compétences et des certifications associées. La notion de forfait, qui forcément aussi va rentrer dans les échanges, dans les réflexions de chacun des organismes, et aussi pour le financeur. Voilà. Alors, forfait parce que, comme les modalités changent, parler de la feuille d'émargement comme on avait précédemment, c'est plus possible. C'est-à-dire que les feuilles d'émargement, les coûts horaires, voilà, c'est un petit peu, je dirais, obsolète par rapport à cette nouvelle définition. Donc, travailler et réfléchir ensemble sur les nouvelles modalités de formation, tant, on le disait, en situation de travail, à distance, voilà, les formes numériques, etc. Et puis associé à une notion de coût forfaitaire. L'objectif étant, on le disait tout à l'heure, un objectif professionnel, pédagogique professionnel, mais pas forcément le temps passé ni les moyens mis en place. Et puis, une réflexion importante aussi sur le positionnement qui devient maintenant un élément obligatoire en amont et qui sera aussi regardé par les financeurs. Et donc, un travail forcément important, mais tout ça en lien avec le bloc de compétences, à réimaginer, à reconstruire par rapport aux certifications que vous aviez l'habitude de proposer. Et à moyen terme, mais tout ça est lié, hein, tous ces éléments-là sont liés, la notion de qualité, de certification unique, puisque ce sera sur ces éléments-là que la qualité elle sera évaluée. Voilà, alors c'est un petit peu rapide, hein, mais voilà, ça demande, je vois qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti, et on va laisser le temps. Oui, peut-être quelques questions, Frédéric, que j'ai pris comme cela, sachant que... Alors, j'ai vu quelques questions sur le contrat de peau et le plan de formation. Pour votre information, aujourd'hui, on a volontairement, puisque là, le débat sur le contrat de pro et le plan de formation impacterait aussi d'autres structures qui ne sont pas présentes là et des choses. Donc, on a volontairement, comme je disais en préalable, orienté vers les droits du salarié au sens... voilà. Donc ça, on ne traitera pas aujourd'hui, mais c'est un point qui sera important à voir ultérieurement. Et notamment, nous avons aussi organisé des éléments avec les OPCA. Il y aura forcément des points avec les OPCO demain. Question qui a été posée sur les CPR, où elles seront demain. Les CPR, en tout cas en 2019, vous l'avez compris, c'est le FONGICIF Bretagne qui joue le rôle de CPR. Pour après-demain, on va dire pour 2020, ces CPR sont, quoi qu'il en soit, en région. Il y a d'autres points qui sont en train qui seront à traiter d'ici là. Vous avez bien vu aussi qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés, notamment la dévolution des FONGICIF et des OPACIF sur le sujet. Donc en tout cas, les CPR, comme leur nom l'indique, sont en région. Donc la CIPR Bretagne sera en Bretagne. Et pour 2019, c'est le FONGICIF qui assure cette mission pour la période intermédiaire. Voilà. Une question de Pierre sur le parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Alors, définir cette notion, effectivement, vous le faites un peu en posant la question. Ça peut effectivement être le retour à l'emploi, le maintien à l'emploi. Tout ça, effectivement, là, on est sur des objectifs, en tout cas, tels que nous, on lit maintenant la loi, des objectifs individuels. Après, les critères, ça, c'est peut-être aussi les décrets qui vont peut-être affiner tout ça. Mais,
Alors, quelques mots sur l'apprentissage, là, ça va être peut-être... C'est la même chose que pour cela. Je ouais, pense que, idéalement, par rapport à ça, vous avez vu que nous avons organisé des webinaires et aussi des actions et des ateliers en lien avec des OPCO, des OPCA, parce que pour l'instant, avec des OPCA. Je pense que tout ce qui est aspect apprentissage, alors je comprends que dans certains organismes qui sont autour, là, vous avez une vision globale et de toute manière, la formation est bien dans une vision globale. Mais sur la partie apprentissage, contrat de pro et plan de formation, je vous propose d'aborder cela avec d'autres acteurs dans un prochain webinaire. Certains webinaires existent déjà sur cette thématique, vous pouvez faire des recherches. Voilà. Alors, autrement, d'autres questions sur plus d'heures de stage, de mise en situation professionnelle. Alors, là, je comprends derrière ça peut-être comment vont être définies aussi les évaluations pour les formations en situation de travail. Là, ça reste aussi des éléments qu'on n'a pas, sur lesquels on n'a pas encore de réponse, malheureusement. Alors, j'ai oublié une question, mais bon, tu vois, on en oubliera certaines. Je rappelle que tout ce qui est ce support-là, ce webinaire sera en ligne, donc vous pourrez le voir en replay. Donc, à la fois les interventions, mais aussi le diaporama présenté. Par contre, je crois que j'ai oublié à un moment donné une question sur le CPF. Si la personne l'utilise pour la VAE, est-ce que pourra l'utiliser pour un bilan de compétences? La question sera complètement en termes financiers. Si la personne a, je prends un exemple, 5 000 € et qu'elle consomme tout sur de la VAE ou tout sur le bilan, voilà, donc elle aura une autonomie par rapport à l'enveloppe qu'elle disposera et donc un lien avec différents acteurs pour financer de la VAE, du bilan, voire de la formation. Mais tout ça limité dans les euros qu'elle aura acquis. Voilà. Une question aussi de réaliste sur Moduland et sur ce dispositif, voilà, comment il pourrait perdurer ou pas par rapport à... Difficile aujourd'hui d'y répondre précisément. Comme en plus nous avons, c'est un webinaire qui touche 3 régions, Moduland étant un dispositif, on va dire, purement Bretagne. Donc, je pense qu'on répondra particulièrement avec les structures qui aujourd'hui géraient Moduland en lien avec le FONGECIF Bretagne. La question, c'est pour 2019, comment ces dispositifs pourront ou pas être intégrés. Donc là, aujourd'hui, désolé, mais nous ne pouvons pas donner une réponse précise sur ces éléments. Je vois que le temps, on a déjà dépassé de quelques minutes voilà. le temps. Donc tous les éléments seront visibles en replay. Et puis, comme on vous l'a dit, alors, hop, des rendez-vous qu'on va programmer prochainement pour vous tenir informés sur ces prochains rendez-vous, notamment le webinaire. Alors, salariés et organismes, on aura deux webinaires différents. N'hésitez pas à vous connecter sur Twitter, Facebook, où on vous informera des prochaines dates. Toujours, on essaiera de le faire au plus près de la sortie des décrets. Dès que nous-mêmes, on aura eu les infos, on les aura analysées pour pouvoir vous les transmettre de manière claire. Voilà. Donc, en tout cas, on vous remercie de votre présence. Vous avez été nombreux et ça montre aussi l'intérêt et l'importance de continuer ces temps d'information. Merci beaucoup à vous et puis bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et à bientôt.